Le journal, Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 6 mars 2023, cette promesse de l'émir du Qatar aux pays les moins avancés, l'émirat mettra sur la table une enveloppe financière de 37 milliards de francs CFA pour soutenir le plan d'action de Doha, déclaration faite à l'ouverture de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, rencontre à laquelle prend part le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Exactions, conditions de vie insupportables ou encore santé précaire, 135 Maliens ont décidé de mettre fin à leur aventure en Tunisie et 51 autres en Angola. Ces Maliens en détresse ont regagné le bercail ce week-end des rapatriements volontaires organisés par les autorités maliennes. Dans l'actualité également, cette manifestation au Burkina Faso, des centaines de personnes ont réclamé hier le départ des derniers soldats français, une manifestation à l'appel du collectif des leaders panafricains pour dire non à l'impérialisme et apporter un soutien à la transition burkinabé. Enfin les sports, la Coupe du Mali de football, on a joué hier pour le compte des 16e de finale à la CAN des moins de 20 ans, place aux demi-finales à partir d'aujourd'hui et dès demain, à suivre les 8e de finale de le retour donc de la Ligue des champions d'Europe. À retenir également cette disparition, celle d'un géant, Karunga Keita, ancien footballeur malien, ancien président du Joliba AC, a tiré sa révérence hier. Foutigui Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les représentants d'une cinquantaine de pays dont le Mali prennent part à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. La rencontre se tient à Doha, au Qatar, en présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, à la tête d'une importante délégation. À l'ouverture des travaux, l'hôte du sommet, l'émir du Qatar, a promis une enveloppe de 37 milliards de francs CFA, 37 milliards donc de francs CFA pour soutenir le programme d'action de Doha en faveur des pays les moins avancés. Envoyé spéciaux à Doha, Sidiki Damele, Aruna Diara. Plaidoyer en faveur des pays les moins avancés. Autour des séances plénières et tables rondes thématiques, des dirigeants mondiaux, des représentants du secteur privé, de la société civile, des parlementaires et des jeunes ne mâchent pas leurs mots pour défendre la cause des 46 pays les moins avancés. Fini les temps des promesses et des discours creux, il faut agir et très vite. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ils ont besoin d'une assistance immédiate pour venir à la rescousse des objectifs du développement durable. L'élimination de la pauvreté, l'alimentation, la santé, l'eau potable, l'assainissement. Le sommet de septembre des ODD est un moment charnière qui prouvera bien que le monde est engagé à agir. Nous avons mis en avant et présenté au G20 des mesures d'aide aux ODD qui permettront au monde de se rassembler derrière un financement d'au moins 500 milliards de dollars américains par an pour les pays en développement. Plus d'excuses. Plus d'excuses, et oui, le cri de cœur a été bien entendu car sur le champ, l'émir du Qatar a sorti l'échiquier et annonce une contribution de 60 millions de dollars, soit près de 37 milliards de francs CFA. Une enveloppe pour soutenir la mise en œuvre du programme d'action de Doha. Tamim Ben Hamad Al Thani est l'émir du Qatar. Les pays riches et développés ont la responsabilité morale de continuer davantage à venir en aide aux pays les moins avancés afin qu'ils puissent surmonter les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. C'est une responsabilité, pas une faveur. D'autre part, il est impératif que les pays les moins avancés créent des conditions propices à la concrétisation des engagements communs en action nationale au niveau des stratégies, des plans et législations nationales. Ces pays ne sont pas responsables du passé. Toutefois, il leur faut suivre désormais des politiques rationnelles. L'État du Qatar souhaite, plus que toute autre chose, soutenir le processus de développement des pays les moins avancés. Les programmes d'action des Doha sont comme un plan Marshall avec des cibles et des objectifs clairs visant à sortir les paiements de la pauvreté à l'horizon 2033. Et le Mali garde bon espoir. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. L'émir a effectivement brossé l'ensemble de la situation, notamment le manque de progrès dans le traitement des dossiers de LDC. Et beaucoup sont unanimes sur le fait que nous avons besoin d'un discours véridique, très clair pour nous permettre de faire un bon qualitatif. Au moins, dans les 10 années qui viennent, au moins 15 pays quittent les LDC, les pays les moins avancés comme on le dit, donc arrivent à un niveau intermédiaire de développement. Et chacun des pays va faire le maximum
pour compter parmi les 15 la prochaine fois. La délégation malienne, elle fait de son mieux, elle participe à tous les panels de manière que nous soyons suffisamment bien représentés. C'est très utile que la voix du Mali soit entendue de façon forte par ces temps qui courent. Il faut souligner que le Premier ministre interviendra ce lundi à la tribune au nom du Mali pour appeler à des actions concrètes contre la pauvreté et le terrorisme. Doha, Sidiki Dambélé, Aruna Diarra pour l'ORTM. Il est 7h06 à Bamako. La coopération culturelle en marche entre le Mali et la Guinée. La preuve a été donnée par l'émission Lampetiki, un programme de la RTG, la radio-télévision guinéenne, coproduit ici à Bamako avec l'Office de radio et télévision du Mali. Un rendez-vous des maîtres de la parole qui s'en sont donnés à cœur joie pour évoquer notre histoire et notre destin commun devant un public conquis. Le rendez-vous était parrainé par les présidents des conseils nationaux de transition des deux pays, Cheikh Oumar Sangaré. Dans un décor qui met en exergue les indéniables liens socio-culturels entre les peuples du Mali et de la Guinée, une nuit de l'oralité au cours de laquelle la parole a vraiment valu son pesant d'or. Face aux animateurs Nouma Kouyaté de la RTG et Adama Kanouté de l'ORTM, trois paroliers, Adama Djabaté dit la source de la Guinée, Mourama Soumano et Alou Djabaté du Mali. Tour à tour, ils ont étalé l'histoire du peuplement du Manding sous des rythmes du terroir. Ce voyage dans l'univers fascinant Manding est né de la volonté de l'ORTM et de la RTG d'accompagner la vision commune des deux pays à cheminer ensemble comme l'ont voulu les ancêtres et comme le veut aujourd'hui l'ordre naturel des choses. L'événement était parrainé par les présidents des CNT des deux pays. Ils apprécient à juste titre cette touche culturelle de belle facture. Colonel Malik Diaw, président du CNT du Mali. Les signaux sont forts. Il y avait des messages de réconciliation, de cohésion nationale, mais surtout, les autorités des deux pays ont été rassurées que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Dans Sakourouma, président du CNT de la Guinée. Nous avons en commun un héritage dont nous avons l'obligation de respecter et de perpétuer. Nous rappeler d'où l'on vient pour se projeter dans l'avenir et que ce qui a été tracé par nos pères fondateurs, nous sommes sur le point de matérialiser. Justement, pour matérialiser ce vœu cher aux deux pays, l'ORTM et la RTG entendent aller au-delà de ce coup d'essai qui fut un coup de maître. Maître Aruna Mamadou Touré, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. C'est une excellente émission, Lambetigi. Je félicite et remercie l'ORTM, la radio-télévision de Guinée qui ont eu cette belle initiative de nous appeler à la culture et à notre histoire commune. La forte délégation guinéenne, le Grand Forum du Mandé et autres acteurs culturels, tous ont salué l'initiative des deux médias et ont souhaité une soirée du genre en Guinée. Il est 7h10, exactions dont sont victimes les étrangers, santé précaire ou encore conditions de vie insupportables. 135 de nos compatriotes en difficulté ont été rapatriés ce week-end de Tunisie et 51 autres d'Angola. Un rapatriement volontaire organisé par le gouvernement du Mali qui porte secours et assistance aux Maliens en détresse en dehors du pays. Preuve d'une grande compassion gouvernementale, cette ministre était à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou pour accueillir ceux qui ont décidé de mettre fin à leur aventure. Fademba Keïta. Nos 135 compatriotes secourus dans la promptitude par l'État malien vivaient dans un calvaire sans raison en Tunisie. Les expulsés avouent avoir été humiliés dans ce pays qui, pourtant, entretient des relations très fraternelles avec le Mali. Mamadou Diarisso, expulsé. On m'a fatigué quand même. On nous a maltraités. La présence de 7 membres du gouvernement, des représentants du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, est un acte solidaire. Cependant, ils condamnent tous le traitement infligé aux rapatriés non clandestins. Alamdo Ag Ilien, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le président de la transition a donné des instructions fermes pour rapatrier tous ceux qui ne se sentent pas en sécurité. Nous avons 135 qui sont arrivés, dont 25 femmes, 13 enfants et un malade. Donc c'est le premier convoi.
Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, représentant le Premier ministre. Toutes les dispositions sont prises avec l'ambassade du Mali en Tunisie pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Nous avons déploré et condamné ces actes qui n'honorent ni les autorités tunisiennes ni le peuple tunisien. Ces vols continueront jusqu'à ce que tous nos compatriotes qui sont encore en Tunisie et qui souhaitent rentrer au Mali regagnent leur pays. Et pourtant, tout le peuple tunisien n'approuve pas ce qui est infligé aux Maliens et à tous ceux qui ont la peau noire. Alamdou Ag Ilien, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Saluer le peuple tunisien, parce que le peuple tunisien s'est mis en majorité à l'écart de cette situation. Et le peuple tunisien a assisté et beaucoup de nos compatriotes ont été protégés par les Tunisiens et c'est là vraiment ça démontre l'amitié entre les peuples. 2 heures avant, 51 Maliens rapatriés volontaires d'Ouganda avaient été reçus par les membres du cabinet du ministère de tutelle. Conditions de vie difficiles, cas de maladie et autres sont les raisons du retour au bercail de ces venant au billet d'avion pris en charge gratuitement par Yaya Kanadi, un compatriote malien établi à Luanda. 7h12, l'actualité hors de nos frontières à présent au Burkina Faso à l'appel du collectif des leaders panafricains. Des centaines de personnes ont manifesté hier à Ouagadougou pour dire non à l'impérialisme et apporter leur soutien à la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, drapeau burkinabé, russe et malien en main. Les manifestants se sont dirigés vers le camp militaire de Camboissin où étaient stationnées les forces spéciales françaises de l'opération Sabre. Ils ont exigé notamment le départ des derniers soldats français et du matériel au plus tard le 28 mars prochain afin de préserver les rapports fraternels qui ont toujours existé entre les peuples français et burkinabés. En Centrafrique, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés étudie la possibilité de retour des centaines de milliers de réfugiés et déplacés. Une mission conjointe Haut-Commissariat des Nations Unies et Banque africaine de développement a séjourné la semaine dernière dans le pays. L'objectif de cette mission, évaluer la situation de plus d'1 million de déplacés internes et celle des réfugiés pris en charge depuis une décennie par le HCR afin de proposer une réponse adéquate. Entre 2017 et 2023, le HCR a rapatrié près de 33 000 réfugiés centrafricains du Cameroun, du Congo-Brazzaville et de la RDC. Ce rapatriement volontaire se poursuit dans les régions du pays contrôlées par les forces conventionnelles, mais l'insécurité, le manque de moyens financiers et les enjeux humanitaires font partie de nombreuses limites à un retour sûr et durable. Le gouvernement britannique durcit un peu le ton face à l'immigration illégale. Il envisage notamment de proposer un nouveau projet de loi contre l'immigration. Ce projet a pour but d'interdire la possibilité d'introduire une demande d'asile aux personnes arrivant sur de petites embarcations par la Manche. Malgré les promesses du Brexit de reprendre le contrôle des frontières, le Royaume-Uni fait face à une hausse considérable de ses arrivées avec un record de plus de 45 000 personnes ayant atteint les côtes du pays par ce biais l'an dernier et la pression monte sur le Premier ministre pour enrayer le phénomène. Attendu depuis des semaines, ce texte prévoit des mesures pour faciliter la détention et l'expulsion dès que raisonnablement possible des demandeurs d'asile arrivés au Royaume-Uni de manière illégale. La Corée du Sud déterminée à apaiser ses relations avec le Japon. Le gouvernement vient d'annoncer un plan d'action pour indemniser ses ressortissants victimes de travail forcé pendant la guerre au Japon. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a ainsi indiqué la création d'une fondation de Corée du Sud pour indemniser les victimes et leurs familles, mais sans implication japonaise directe. Il a dit espérer que le Japon répondrait positivement à cette décision majeure par des contributions volontaires d'entreprises japonaises et des excuses complètes. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi, ne pas partager les informations confidentielles que l'on reçoit dans l'exercice de ses fonctions. Cela s'appelle le secret professionnel. Si dans le temps, cette valeur était largement partagée au niveau de notre administration, de plus en plus, les informations jugées confidentielles se retrouvent sur la place publique. Ce que les auteurs de ces actes ignorent peut-être, c'est que la divulgation du secret professionnel est punie par la loi. Le code pénal prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 240 000 francs CFA d'amende. Le grand format du lundi, Bourama Traoré.
Quand le manque de discrétion des uns fait le malheur des autres, l'histoire du frère Dacheta Fofana illustre cette affirmation. La récompense du mérite tourne au vinaigre par la faute d'une professionnelle censée être discrète. Témoignage. Mon jeune frère travaille dans une banque de la place. Compte tenu de son rendement, son directeur général avait décidé de le nommer comme directeur de l'agence de Sikasso. Mais quand il a expliqué cette intention à sa secrétaire, celle-ci n'a pas su garder le secret. L'information a été vite propagée. Finalement, le directeur a reconsidéré sa décision. Très choqué, mon jeune frère avait décidé de démissionner. Mais, grâce à l'intervention des uns et des autres, il continue son travail. Comme le frère d'Acheta Fofana, cet ancien élève dont nous taisons le nom a été également victime du non-respect du secret professionnel. En cause, celui dont le métier est un vrai sacerdoce et exige de tenir la langue. Quand je faisais la 9e année, le maître nous avait donné un devoir dans lequel j'ai eu la plus forte moyenne. Mais quand le maître a expliqué ma position à mes camarades de classe avant même la remise des notes, ceux-ci l'ont mal pris. Ils se sont rendus à la direction de l'école. Je ne sais pas comment ils ont pu avoir ma feuille de devoir pour la déchirer. Au moment de la remise des copies de devoirs, la mienne n'a pas été retrouvée. La direction a donc décidé que je reprenne le devoir avec un nouveau sujet. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la note que j'avais eue dans le premier devoir, ce qui m'a causé de sérieux ennuis. Pourtant, ne pas partager les informations confidentielles demeure le ciment d'une profession, un devoir de réserve qui fait aussi la crédibilité du dépositaire du secret. Oumar Senou est consultant juriste. Le secret professionnel peut être défini comme étant l'interdiction faite à certaines personnes de révéler ce qu'elles ont appris dans le cadre professionnel. C'est le devoir qu'un professionnel ne peut pas partager. Au plan médical, le secret professionnel permet d'instaurer et de maintenir la confiance indispensable à la bonne prise en charge du patient. Dans le domaine judiciaire, il est aussi la clé de voûte de la relation entre avocat et client. Le tout pour un seul intérêt, n'est pas violer l'intimité de la personne. Par exemple, quand l'avocat s'entretient avec son client pour un fait, par exemple, criminel, est-ce que c'est vous qui êtes le coupable? Ça, c'est entre les deux. Il va certainement lui dire, bon, je suis coupable, mais je voudrais que vous me défendiez étant non coupable. Ça, c'est le secret entre l'avocat et son client. Ça ne doit pas ressortir. C'est la même chose également au niveau du médecin. Il ne s'agit pas seulement des déclarations du malade sous la confidentialité. Il y a également les diagnostics. On ne doit pas révéler le résultat des diagnostics à d'autres personnes. Les dossiers médicaux, on ne doit pas les révéler parce que c'est des informations que le professionnel, qu'est le médecin, apprend lorsqu'il est dans l'exercice de sa fonction. Que le secret soit professionnel ou non professionnel, sa divulgation entraîne des poursuites pénales ou disciplinaires. En référence au Code pénal du Mali, l'article 130 du texte est on ne peut plus clair sur la révélation d'une information à caractère secret. Si vous interrogez l'article 130, l'article dit que pour le régime de droit commun, lorsqu'il y a une révélation de secret, d'abord c'est un délit. La peine c'est entre 6 mois et 2 ans. Et facultativement, une amende entre 20 000 et 150 000 francs. Ça, c'est dans le cadre non professionnel. Maintenant, dans le cadre professionnel, il y a un régime juridique qui est différent. Lorsque un fonctionnaire ou un agent public révèle un secret professionnel, il est passible d'un emprisonnement allant de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement. Et l'amende passe de 20 000 à 240 000 francs. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Code pénal, toujours dans son article 130, précise que le coupable sera en plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant 5 ans au moins et 10 ans au maximum. Vous ne pourrez pas exercer un emploi public parce que vous avez révélé un secret professionnel. La dernière disposition de cet article, on précise que la tentative de ce délit-là est assimilable et punie comme le délit lui-même. Bien que le législateur ait prévu des sanctions, la violation du secret professionnel reste une réelle préoccupation et touche presque tous les domaines. L'information jugée secrète se propage à l'allure d'une traînée de poudre. Un constat fait également par Oumar Senou, consultant juriste. On voit certains documents confidentiels qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, datés, signés de leur auteur. Mais c'est inimaginable. Partout où il y a l'impunité, ça veut dire qu'il y a l'existence de sanctions. Parce que les sanctions par elles-mêmes sont dissuasives. Mais quand les gens se croient tout permis, on ne peut pas prononcer à leur rencontre des sanctions, il n'y aura plus même de secret professionnel. Alors que c'est déterminant dans un État. On doit sanctionner au maximum. Et les sanctions ne sont pas que pénales. Il y a les sanctions civiles. Lorsque la personne intéressée est victime, elle peut vous traduire en justice. Donc il y a non seulement les sanctions pénales, les sanctions civiles pour réparation et les sanctions professionnelles.
c'est-à-dire les sanctions administratives, avertissement, le blâme, sanctions de premier degré, sanctions du second degré, et même la radiation. Tout ça, il y a une gamme de sanctions qui sont prévues par nos textes. Mais il faut dire que le problème, c'est au niveau de l'application que ça souffre. Pourtant, une loi n'a de valeur que lorsqu'elle est effectivement appliquée. Au-delà des textes, savoir garder les secrets est considéré comme une grande capacité, une qualité qui ennoblit l'homme. À 7h21, on passe au sport avec Foutiki Tunkara en direct de ce studio. Bonjour Foutiki. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. La Coupe du Mali de football, on a joué hier encore pour le compte des 16e de finale. Oui, le match Broummassa et Real de Bamako a donc été reporté à une date ultérieure en raison donc du déplacement du Real en Tanzanie pour affronter Young African mercredi au compte de la 4e journée des groupes de la Coupe CAF. Un seul match était au programme des 16e de finale, la Coupe du Mali hier. L'AS Soninkara de la Ligue de Caille a été éliminé par le club olympique de Bamako. Les Olympiens se sont imposés par le score de 4-0. Les Sauvés se qualifient ainsi et rejoint en 8e de finale l'AS Alençon, l'USC Kita, le Stade Malais de Bamako, l'AS Bakar Diané Barawili, Binga FC, l'USFAS et le 11 créateurs de Nyarla qui ont validé samedi leur ticket. Le programme se poursuit mercredi avec 6 rencontres. CMB Sesté à Mopti, Koira Al-Hawa Avenir Asiagawo, AS Commune US Djine à Tombouctou, Académica Djulba Asiakai, Renaissance Afé à Kenyeba, Tourbillon Blackstar à Yelmane. Enfin jeudi, il y aura Kasse à Dakidal à Mopti, a précisé que le coup d'envoi de toutes ces rencontres est prévu pour 15h30. Et on passe à la CAN des moins de 20 ans, Égypte 2023. Les demi-finales se jouent aujourd'hui. Oui, avec notamment comme principal enjeu la qualification pour la finale. En première demi-finale, le Sénégal jouera contre la Tunisie à 14h. Finaliste de 3 des 4 dernières éditions. J'y arrive maintenant. Finaliste de 3 des 4 dernières éditions, le Sénégal a fait honneur à son statut en bouclant un sans faute en phase de groupe avec 3 victoires. De son côté, la Tunisie monte en puissance et s'est bonifiée au fil du temps pour retrouver les demi-finales comme lors de la précédente édition, mais avec l'ambition cette fois-ci de parvenir à aller plus haut. Dans l'autre demi-finale, le Nigeria affrontera la Gambie à 17h, 3e de la précédente édition. La Gambie est l'équipe qui impressionne le plus depuis le coup d'envoi donc de ce tournoi. Les Gambiens tenteront d'atteindre la finale en faisant face au Nigeria, toujours redoutable dans la catégorie des jeunes. En tout cas, il y a des belles affiches qui s'annoncent très très palpitantes. Voyons à présent Foutigui du côté de la Ligue des champions d'Europe. Les 8e de finale, le retour commence demain mardi. Oui, et les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Europe du football seront donc connus à l'issue de ces 8e de finale. Retour, comme vous le dites, qui commence demain avec 2 matchs à 20h. Les Anglais de Chelsea acquéreront les Allemands de Borussia Dortmund avec un retard d'un but à remonter, puisqu'à l'aller, Dortmund l'a emporté 1-0. Les Portugais du Benfica recevront les Belges du club Bruges avec l'espoir de parachever la qualification, car à l'aller, le Benfica s'est imposé 2-0. C'est Bruges. Le lendemain, mercredi, donc, il y aura des matchs Bayern PSG à Allianz Arena de Munich et Tottenham Milan C au Hotspur Stadium de Londres. À l'aller, 1-0 pour Bayern Munich à Paris, même score 1-0 pour Milan C à San Siro. Et on va terminer fatigué par cette disparition, celle d'un géant. Karunga Keita, ancien président du Djoliba AC, a tiré sa révérence hier. Oui, tombé hier dans l'après-midi aux environs de 16h, la nouvelle a vite fait le tour de la ville et s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Une traînée de poudre, banquier de son état, mais le nom Karunga Keita Keke restera à jamais intimement lié au football auquel il aura consacré sa vie. Ancien joueur, ancien entraîneur et ancien dirigeant, Keke aura gravi étape par étape donc tous les échelons du football. Et retour sur le parcours de l'homme avec Djibril Traoré. Petit par la taille, très grand talent, doué et passionné de football, ailier de poche rapide et dribbleur émérite, intelligent et dans le football et dans les études et dans la vie tout court, grand entraîneur et grand président de son club de toujours, le Djoliba Athletic Club de Bamako. Celui qui vient de nous quitter en ces moments incertains et difficiles pour notre football national aura tout donné à ce football malien. Karunga Keita, l'enfant de Djalaya, dans la région de Kita. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Il aura consacré sa vie entière à ses 2 passions, le métier de banquier et le football. Parti très tôt en France pour ses études supérieures, Keke, comme on l'appelait, qui avait déjà montré ses qualités de footballeur au Mali, et avec le Djoliba Athletic Club et avec l'équipe nationale, ne mettra pas longtemps pour taper dans l'œil des recruteurs des Girondins de Bordeaux.
Ainsi, il allie football et études à un niveau supérieur jusqu'à son retour au Bercail, où il entra directement à la BIAO d'alors comme cadre, tout en occupant un poste d'entraîneur-joueur au Djoliba Athletic Club sous la coupe de son ami Tchekoro Bagayoro et du président Tcheba Koulibaly. Nous sommes au début des années 80 et Karunga Keïta ne tardera pas à signer un long bail à la tête des Aigles du Mali et ne quittera ce poste qu'en 1979 pour se consacrer à son club de cœur, le Djoliba Athletic Club, dont il finit par occuper la présidence pendant un bon moment en apportant des changements positifs qui permirent au club d'occuper une place honorable dans le concert de football africain. Ainsi, Keke nous quitte ce 5 mars 2023, une date qui en rappelle une autre de tristesse, le 5 mars 1972 à Yaoundé, où les Aigles sans Karunga Keïta restés à Bamako perdaient la finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football contre les Diables Rouges de Congo-Brazzaville. Dors en paix, Keke. Tu laisses le football de ton pays dans une certaine difficulté qui, nous l'espérons, trouvera bientôt, comme vous le souhaitiez, une issue favorable. Voilà, Yakounate, c'était là donc le parcours de l'homme avec Djibril Traoré dans un papier aux allures d'une oraison funèbre. Oui, bien évidemment, l'ORTM se joint à la douleur, compatit donc à la douleur de sa famille et présente ses condoléances au monde du football. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Le rappel du sommaire dans un instant. Une promesse de l'émir du Qatar aux pays les moins avancés, l'émirat mettra sur la table une enveloppe financière de 37 milliards de francs CFA pour soutenir le plan d'action de Doha, déclaration faite à l'ouverture de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, rencontre à laquelle prend part le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Exactions, conditions de vie insupportables ou encore santé précaire, 135 Maliens ont décidé de mettre fin à leur aventure en Tunisie et 51 autres en Angola. Ces Maliens en détresse ont regagné le Bercail ce week-end, des rapatriements volontaires organisés par les autorités maliennes. Dans l'actualité également, cette manifestation au Burkina Faso, des centaines de personnes ont réclamé hier le départ des derniers soldats français, une manifestation à l'appel du collectif des leaders panafricains pour dire non à l'impérialisme et apporter un soutien à la transition burkinabé. Et puis les sports, la Coupe du Mali de football, on a joué hier pour le compte des 16e de finale à la CAN des moins de 20 ans, place aux demi-finales et à partir d'aujourd'hui donc et dès demain à suivre les 8e de finale retour de la Ligue des champions d'Europe. À retenir également cette disparition, celle d'un géant, Karunga Keïta, ancien footballeur malien, ancien président du Djoliba AC, qui a donc tiré sa révérence hier. Il est 7h passé de 28 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daou, mise en onde Mamadou Diallo. Présentation, Yaya Konaté. À suivre après ce journal, les infos météo, suivies de votre rubrique, des avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.